Accusé par ma sœur de 16 ans, j'ai accepté un arrangement pour éviter la prison. Le karma a frappé à sa porte. Accusé par ma sœur de 16 ans, j'ai accepté un accord de 5 ans de probation pour éviter 20 ans de prison. 10 ans plus tard, son mari a découvert la vérité. Illy et moi étions très proches, probablement plus que la plupart des frères et sœurs. Malgré nos 4 ans d'écart, nous étions essentiellement les meilleurs amis du monde. Étant donné les circonstances, je comprends que cela puisse paraître étrange, mais c'était comme ça à l'époque. Je n'ai jamais été l'élève le plus brillant à l'école. J'ai toujours eu du mal avec les notes, passant de justesse la plupart de mes cours, mais j'étais très intéressé par les appareils électroniques. Pas la programmation ou les ordinateurs, mais le fait de démonter des choses et de les remonter. J'ai commencé avec de vieilles télécommandes de télévision et des radios que je trouvais dans des veuves-greniers. À 16 ans, j'avais un véritable atelier dans ma chambre, un fer à souder, des multimètres et des boîtes pleines de circuits imprimés et de câbles. Mes parents trouvaient ça bizarre, surtout parce que je passais des heures enfermé avec la porte verrouillée. Oui, ce détail est important pour la suite. Mais Illy, elle, comprenait. Elle avait 10 ans quand j'ai commencé à m'y mettre sérieusement, et elle passait des heures dans ma chambre à me regarder travailler. Elle me posait des questions sur l'utilité de chaque pièce, pourquoi je connectais certains fils, et des choses comme ça. Parfois, elle m'aidait à trier les pièces ou les tenait pendant que je soudais. C'était notre truc, vous comprenez? Cependant, nos parents avaient clairement leurs favoris. Illy était l'étudiante modèle, des notes parfaites, membre de l'équipe de gymnastique, du conseil des élèves, le package complet. Pendant ce temps, je passais à peine mes cours et je passais tout mon temps soit dans ma chambre avec mes appareils électroniques, soit au skatepark. Mais Illy me soutenait toujours. Par exemple, une fois, on m'a attrapé en train de fumer derrière le gymnase pendant mon avant-dernière année de lycée. Au lieu de me faire suspendre, Illy a inventé une histoire en disant que je tenais juste la cigarette pour quelqu'un d'autre qui s'était enfui. Elle a même pleuré devant le directeur en disant que j'essayais de changer de vie et qu'une suspension ruinerait tout. Le directeur l'a cru sur parole. Elle m'aidait aussi pour mes devoirs. Elle expliquait les choses bien mieux que mes professeurs. Elle décomposait les problèmes de maths d'une manière qui avait du sens pour moi. C'est probablement la seule raison pour laquelle j'ai terminé le lycée. Pour être honnête, je prenais aussi soin d'elle. En tant que grand frère, j'étais assez protecteur. Avec le recul, je me demande si je n'étais pas trop protecteur. Tout garçon qui s'intéressait à elle devait d'abord passer par moi. Je n'essayais pas d'être méchant, je ne voulais juste pas que n'importe quel type embête ma petite sœur. Illy ne m'a jamais jugé pour mes ennuis, mes sorties tardives ou mes mauvaises fréquentations. Elle me couvrait auprès de nos parents, inventant des excuses quand je ne respectais pas le couvre-feu. Quand je rentrais à 3 heures du matin, elle m'attendait sur le porche juste pour s'assurer que j'arrivais sain et sauf. Avec le recul, peut-être que nous étions trop proches. Peut-être que c'est pour ça que les gens ont été si prompts à croire ce qu'elle a dit plus tard. Mais à l'époque, ça semblait naturel. C'était ma sœur, ma meilleure amie, et la seule personne qui me comprenait vraiment. Nos parents ont essayé de m'intéresser à des choses normales. Ils m'inscrivaient dans des équipes de sport et des groupes d'activités extrascolaires, mais je revenais toujours à mes appareils électroniques. Ils pensaient que je perdais mon temps, mais Illy me défendait. Il est bon dans ce domaine, disait-elle. Laissez-le faire ce qu'il aime. C'est cette Illy dont j'essaie de me souvenir. La petite sœur qui croyait en moi-même quand personne d'autre ne le faisait, celle qui m'apportait des collations pendant que je travaillais sur mes projets, celle qui me défendait face à nos parents et qui avait assez confiance en moi pour me raconter ses problèmes. C'est plus difficile à écrire que ce que j'avais prévu. Quand tout a commencé à s'effondrer, j'avais 18 ans, fraîchement diplômé du lycée. Elle avait 16 ans et commençait à attirer l'attention des garçons à l'école. Étant le frère surprotecteur que j'étais, j'ai fait ce que n'importe quel grand frère ferait. Je les ai fait fuir. Je ne frappais personne, je voulais juste qu'ils sachent que je gardais un œil sur eux. Il y avait un garçon, John, qui était particulièrement insistant, un terminal qui conduisait une belle voiture que ses parents lui avaient achetée. Le comportement typique du gosse de riche. Je l'ai surpris un jour en train d'essayer de convaincre Illy de sécher les cours avec lui. Je n'aurais certainement pas dû le pousser contre sa voiture, mais il avait 18 ans et essayait de convaincre ma sœur de 16 ans de sécher les cours. Quel frère ne se serait pas mis en colère? C'est là que les rumeurs ont commencé. Au début, ce n'était que des chuchotements,
des gens à l'école d'Illy qui commentaient à quel point il était étrange que je sois si protecteur. Puis les choses ont empiré. Quelqu'un a commencé à répandre l'idée que la raison pour laquelle je ne voulais pas que d'autres garçons s'approchent d'Illy, c'était parce que je la voulais pour moi. Je me souviens du moment exact où j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. C'était un mardi après l'école. Normalement, Illy venait dans ma chambre et traînait pendant que je travaillais sur mes projets, mais cette fois, elle est allée directement dans sa chambre. J'ai frappé à sa porte pour voir comment elle allait et elle m'a dit de partir. Plus tard dans la soirée, je l'ai trouvée en train de pleurer dans la cuisine. Quand j'ai essayé de la prendre dans mes bras, comme je le faisais toujours quand elle était contrariée, elle s'est reculée. Elle a littéralement tressailli. Ça n'était jamais arrivé avant. Elle a marmonné quelque chose sur le fait d'être fatiguée et est retournée dans sa chambre. Les jours suivants ont été étranges. Elle a cessé de venir dans ma chambre et me parlait à peine. J'ai vraiment supposé qu'elle traversait juste une phase d'adolescente ou quelque chose du genre. J'aurais dû être plus perspicace. Puis, un matin, alors que je travaillais sur une vieille radio que j'avais trouvée, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Pas n'importe quel coup, mais le genre de coup fort et officiel qui vous noue l'estomac. 2 policiers et une femme en tailleur étaient là. Quand mon père a ouvert la porte, ils ont demandé à lui parler en privé. Je les ai d'abord entendus parler dans la cuisine, mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Puis mon père m'a appelé. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage, comme s'il regardait un étranger. La femme en tailleur s'est présentée comme une représentante des services de protection de l'enfance, SPE, et a dit qu'il devait me poser quelques questions sur ma relation avec Illy. Illy était allé voir sa conseillère d'orientation et lui avait dit que je la touchais de manière inappropriée. Elle a dit que c'était pour ça que j'étais toujours dans ma chambre la porte fermée, que je la forçais à entrer, eh bien, vous pouvez imaginer le reste. Elle a dit que je l'avais menacée de lui faire du mal si elle parlait à quelqu'un et que c'était pour ça que j'étais si agressif avec les garçons qui s'intéressaient à elle. Elle a même dit que j'utilisais les appareils électroniques comme une façade, que les câbles et les serre-câbles dans ma chambre servaient à d'autres choses. Mon père n'a rien remis en question. Il était juste là, hochant la tête pendant qu'il parlait, comme si tout avait un sens pour lui. Toutes ces heures dans ma chambre, la porte fermée et mon attitude protectrice envers Illy s'additionnaient pour former quelque chose de sordide dans son esprit. J'ai essayé de m'expliquer en leur montrant mes projets, la radio à moitié réparée sur mon bureau, les boîtes de circuits imprimés et d'électronique obsolète. J'ai essayé d'expliquer comment Illy avait l'habitude de s'asseoir et de me regarder travailler, et comment elle m'aidait à trier les pièces, mais leur décision était déjà prise. L'agente des SPE n'arrêtait pas de poser des questions suggestives comme « Faisiez-vous en sorte qu'Illy se sente spéciale en la laissant vous aider ?» Lui disiez-vous qu'elle était différente des autres filles? Tout ce que je disais ne faisait qu'empirer les choses. Quand ils ont posé des questions sur l'incident avec John, elle l'avait aussi déformé. Elle a dit que j'étais jaloux parce qu'elle commençait à s'intéresser à d'autres garçons et que je ne pouvais pas supporter qu'elle grandisse et ait des relations normales, parce que cela signifierait perdre le contrôle sur elle. Pire encore, elle a fait tout un discours sur le fait que j'étais devenu plus agressif récemment, parce qu'elle prenait ses distances. Elle a dit que je lui avais dit qu'elle me trahissait en parlant à d'autres garçons. Rien de tout cela n'était vrai, mais la façon dont elle l'a décrit m'a presque fait y croire. Et c'est là que j'ai perdu mon sang-froid devant tout le monde. Illy, qu'est-ce que tu racontes? Ma voix s'est brisée. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'arrivais pas à y croire. Elle ne me regardait pas, Illy, regarde-moi. Elle gardait le regard fixé au sol, les bras croisés sur elle-même comme si elle était une petite chose fragile qui avait besoin de protection. Ce petit geste n'a fait que m'enrager davantage. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu le sais. Je me suis tourné vers notre père, désespéré. Papa, s'il te plaît, tu me connais. Je ne ferai jamais ça. Sa voix était basse et ferme, mais son expression. Je ne l'avais jamais vu me regarder comme ça avant. Pas déçu, pas en colère, juste, fini. Tu ne veux même pas m'écouter. J'ai fait un pas en avant, mais il a levé la main comme si j'étais une menace. Et il y a tressailli. Elle a tressailli. C'est là que j'ai su. Tu ne peux pas croire ça. Sérieusement. Ma voix s'est adoucie. J'ai immédiatement perdu toute ma combativité. J'ai regardé Illy à nouveau. Je l'ai vraiment regardée. Elle refusait toujours de croiser mon regard. J'ai murmuré, « Pourquoi tu fais ça ?» Elle a finalement levé les yeux. Pendant un bref instant,
j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose. Peut-être même revenir sur ses déclarations. Mais ensuite, elle a regardé papa, la dame des SPE et les policiers dans notre salon. Et c'est laquelle a doublé la mise, les yeux pleins de larmes. Elle a pris une inspiration tremblante et a murmuré « Je suis désolé, Eric ». Et soudain, j'ai compris. Elle n'allait pas se rétracter parce qu'il était trop tard. Elle était allée trop loin et avait peur des conséquences. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Waouh, ai-je dit. Tu le fais vraiment. Tu le fais vraiment. Illy s'est serrée plus fort contre elle-même. Je ne pouvais plus me retenir. Papa a serré la mâchoire. Prends tes affaires. On va au poste. Et c'était tout. Pas de procès, pas de preuves, pas de questions sérieuses. Mon père m'a conduit au commissariat en silence, comme si j'étais déjà coupable, un étranger et non son fils. Sur le chemin du commissariat, je ne pouvais penser qu'à la façon dont ils avaient fait en sorte que tout concorde. Le grand frère solitaire qui passait toute la journée seul dans sa chambre. Le passe-temps étrange, avec tous les outils et les câbles. L'attitude protectrice. Une relation proche qui s'était soudainement détériorée. Il voyait exactement ce qu'il voulait voir. La salle d'interrogatoire du commissariat semblait tout droit sortie d'un film. Ils m'ont laissé assis là pendant ce qui a semblé des heures avant que 2 inspecteurs n'arrivent. Rivers, l'inspecteur masculin, a joué le rôle du bon flic, disant des choses comme « Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé, Eric. Aide-nous à t'aider. » L'inspectrice, dont je ne me souviens plus du nom, était assise là à prendre des notes et à me lancer des regards noirs. Rivers a commencé à m'interroger sur mon passe-temps avec l'électronique. « Parle-moi des choses que tu construis », a-t-il demandé, essayant de paraître intéressé. J'ai donc expliqué comment je réparais de vieilles radios, fabriquais des circuits rudimentaires et des concepts de base. Et elle t'aidait dans ses projets? Oui, ai-je répondu. Elle triait les pièces, tenait des choses pendant que je soudais. Elle aimait apprendre à ce sujet. L'inspectrice a interrompu, donc, tu l'avais seule dans ta chambre, porte fermée, en train de manipuler ton équipement. C'est là que j'ai réalisé comment il déformait tout. Tout ce qui était normal sonnait maintenant bizarre. Il n'arrêtait pas d'insister sur la porte fermée. Je la fermais parce que j'avais des outils chers, et j'essayais d'expliquer. Papa empruntait des choses et ne les rendait pas, ou peut-être, a répondu Rivers, la voix plus dure, que tu la fermais pour d'autres raisons. Ils avaient un dossier entier de preuves et de déclarations sur la façon dont j'avais commencé à abuser d'elle quand elle avait 12 ans, juste au moment où elle s'était intéressée à mes projets. Comment j'avais utilisé l'électronique pour l'isoler, la faire se sentir spéciale en lui apprenant des choses que personne d'autre ne savait. C'est de la folie, ai-je dit. C'est ma sœur. Je lui apprenais parce qu'elle était intéressée. L'inspectrice s'est penchée en avant. Intéressée par l'électronique, ou effrayée de ce qui arriverait si elle ne l'était pas. Puis ils ont mentionné l'incident avec John, mais dans leur version, je l'avais attaqué parce qu'il me la volait. Ils avaient des témoignages d'autres élèves de l'école sur le fait que j'étais protecteur et que je faisais fuir quiconque s'approchait d'elle. Rivers a sorti des photos de ma chambre prises ce matin-là. Ils l'ont fait ressembler à une cellule de torture. Des gros plans de mes outils, de mes câbles et des serre-câbles que j'utilisais pour organiser les fils. Même mes notes de projet semblaient menaçantes sur les photos. Ton père dit que tu passais des heures seul avec Illy dans cette pièce, a commenté Rivers. Tu veux nous dire ce qui s'y passait vraiment? J'ai perdu mon sang-froid. J'ai commencé à fulminer sur la façon dont il faisait paraître obscène des interactions normales entre frères et sœurs. C'était une mauvaise idée. Rivers a hoché la tête comme s'il avait confirmé quelque chose. Réaction défensive classique, a-t-il dit à sa partenaire. Puis ils ont évoqué mes notes, mon manque d'amis et les heures que je passais seul dans ma chambre. Ils ont créé un profil complet d'un homme isolé et instable, obsédé par sa sœur. Ils n'enquêtaient pas seulement, ils construisaient un dossier. Et plus je niais, plus je semblais coupable. Mon avocate, si on peut l'appeler ainsi, s'est à peine battue. Nous devons envisager un accord, a-t-elle dit comme si c'était ma seule option. Si cela va au procès, vous pourriez faire face à 20 ans de prison. Après des heures de cela, Rivers a finalement dit, écoute, Eric, voici l'accord. Nous avons assez pour des accusations graves, mais si tu coopères, admets ce qui s'est passé et montre des remords, nous pouvons t'aider. Je n'ai rien fait de mal, ai-je répété, peut-être pour la 100e fois. Alors explique pourquoi il y inventerait ça.
Je ne pouvais pas, parce que ça n'avait aucun sens. Ma sœur, que j'avais protégée et dont j'avais pris soin, qui m'attendait jusqu'à ce que je rentre sain et sauf. Pourquoi ferait-elle ça? La suite est un peu floue. Il y a eu des conversations avec des avocats. Mes parents en ont engagé un pour Illy, mais m'ont dit que je devais trouver le mien. L'avocate commise d'office qu'on m'a assignée sortait à peine de la faculté de droit et était déjà convaincue que j'étais coupable. Elle m'a expliqué mes options. Je pouvais me battre, mais elle a clairement indiqué qu'une victoire était improbable. Les jurys croient les victimes, a-t-elle dit platement. Et Illy est jeune, émotive et convaincante. Elle a décrit la réalité. Si j'allais au procès, je risquais jusqu'à 20 ans de prison. L'accord de la police était indulgent, 5 ans de probation, inscription à vie sur le registre et pas de prison. Si vous allez au procès et que vous perdez, a prévenu l'avocate, vous n'aurez pas d'autre chance. Mes propres parents n'étaient même pas de mon côté. Papa a juste secoué la tête. Ne fais pas subir un procès à ta sœur, a-t-il dit. Prends juste l'accord. Mais je suis innocent, ai-je répondu. Ils disent tous ça, a-t-elle dit sans lever les yeux de ses papiers. Ils ont le témoignage de votre sœur, des documents sur ses changements de comportement, des déclarations de témoins sur votre comportement possessif. Aucun jury ne vous croira face à une jeune fille de 16 ans traumatisée. Mon père est venu me voir une fois avant que j'accepte l'accord. Je ne l'avais pas vu depuis qu'il m'avait déposé au commissariat. J'espérais qu'il verrait enfin la vérité. Au lieu de ça, il a dit, admets juste ce que tu as fait, Eric. Ne fais pas subir un procès à ta sœur. Papa, s'il te plaît, ai-je imploré. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Il m'a coupé. Je pensais te connaître. Je suppose que non. Ce fut ma dernière vraie conversation avec mon père. 2 jours plus tard, j'ai accepté l'accord et plaidé non coupable pour agression sexuelle sur mineur. J'ai reçu 5 ans de probation et une inscription à vie sur le registre. Certains se demanderont pourquoi j'ai plaidé coupable si j'étais innocent. La vérité, c'est qu'ils vous brisent. Ils pervertissent chaque aspect routinier de votre vie jusqu'à ce que vous ne fassiez plus confiance à vos propres souvenirs. Et quand tout le monde, y compris votre famille, la police et votre propre avocate, croient que vous êtes coupable, vous commencez à vous demander si se battre est inutile. Être sur le registre a un impact négatif inattendu sur votre vie. Tout le monde parle des gros problèmes. Vous ne pouvez pas vivre près des écoles, vous ne pouvez pas obtenir certains emplois, etc., mais ce sont les petites choses qui vous affectent vraiment. Par exemple, la dame du premier endroit où je voulais louer était impatiente que je signe le bail. Puis elle a fait la vérification des antécédents. Je me souviens vivement de son expression quand elle a vu ce qui est apparu. Elle s'est éloignée de moi comme si j'allais l'attaquer là, dans son bureau. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai des petits-enfants qui viennent me rendre visite. Je suis sûr que vous comprenez. C'est devenu ma vie. Les gens s'excusent tout en me traitant comme un monstre. Trouver un travail était un cauchemar. La plupart des endroits n'examinaient même pas ma candidature s'ils voyaient que je devais cocher cette case. Les quelques entretiens que j'ai eus se sont toujours terminés de la même manière. On vous rappellera. Il ne le faisait jamais. J'ai finalement trouvé Mick, qui possédait une petite entreprise de fabrication. Il embauchait des gens que les autres ne voulaient pas, des ex-détenus, des toxicomanes en voie de guérison et des gens comme moi. Le salaire était terrible et le travail était dur, mais au moins c'était quelque chose. Écoute, m'a dit Mick le premier jour, je me fiche de ce que tu as fait, sois juste à l'heure et fais ton travail. J'y ai travaillé pendant près de 2 ans. Puis quelqu'un a découvert mon histoire et a commencé à causer des problèmes, disant aux autres travailleurs qu'ils ne devraient pas avoir à côtoyer quelqu'un comme moi parce que j'étais dangereux. Mick s'est battu pour me défendre, mais a finalement dû me licencier. Je ne peux pas risquer de perdre toute ma main-d'œuvre, m'a-t-il dit. Au moins, il m'a donné une indemnité de départ substantielle. J'ai perdu mon appartement peu de temps après. J'ai fini par vivre dans ma voiture pendant un certain temps. Un abonnement à Planet Fitness est devenu mon meilleur ami, coûtant $10 par mois pour me doucher et utiliser les toilettes. Je dormais sur les parkings des Walmart ouverts 24h24. Si vous ne causiez pas de problème, la sécurité vous laissait généralement tranquille. Cependant, le pire n'était même pas l'aspect pratique. C'était de voir la vie continuer sans moi à travers les amis communs sur Facebook avant qu'ils ne me bloquent.
J'ai vu Ellie obtenir son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, aller à l'université avec une bourse complète et rencontrer un type riche, Billy, lors d'un événement sur le campus. Pendant ce temps, je mangeais des raviolis froids sortis d'une boîte dans ma voiture, essayant de trouver où me garer pour la nuit sans que la police ne m'embête. J'ai fait l'erreur d'essayer de sortir avec quelqu'un une fois. J'ai rencontré Sarah à l'un de mes emplois. Elle était gentille et ne posait pas beaucoup de questions sur mon passé. Nous sommes sortis plusieurs fois, tout allait bien. Puis elle a demandé pourquoi je devais toujours vérifier l'adresse des endroits où nous allions. J'ai décidé d'être honnête. Je lui ai parlé du registre et du fait que je devais faire attention où j'allais. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais innocent et que l'accusation était sans fondement. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Le lendemain, son frère et 2 de ses amis se sont présentés à mon lieu de travail. J'ai dû quitter ce travail aussi. Après ça, j'ai commencé à fréquenter une petite bibliothèque. La bibliothécaire semblait comprendre ma situation, mais n'a jamais rien dit. Elle laissait juste des choses qu'elle pensait m'intéresser sur le chariot des retours, beaucoup de manuels techniques et de livres sur l'électronique. Je suppose qu'elle a remarqué ce que je lisais habituellement. Un jour, elle m'a trouvé en train de regarder des cours en ligne, s'est assise et m'a aidé à en trouver des gratuits à suivre. L'éducation est le droit de tout, a-t-elle dit. C'était la première personne en des années à me traiter avec dignité. J'ai commencé à apprendre sur les crypto-monnaies grâce à ces cours. Je pensais que c'était quelque chose que je pouvais faire sans vérification d'antécédents. Il s'est avéré que j'avais un talent pour comprendre le côté technique des choses. J'ai gagné un peu d'argent ici et là avec le trading. Mais savez-vous ce qui m'a vraiment brisé? Voir les commentaires sur les réseaux sociaux d'Ellie. Tous ces gens qui l'a loué pour son courage, pour sa force incroyable, pour avoir surmonté son traumatisme et réussi. Elle a même écrit un article sur le thème de la survivante pour le journal de son campus. Les gens l'appelaient une source d'inspiration. Pendant ce temps, je survivais à peine. N'est-ce pas curieux comme ça fonctionne? J'ai envisagé d'essayer de laver mon nom, mais qui m'aurait cru? Ellie était une étudiante universitaire brillante et pleine de succès. Je n'étais qu'un type bizarre vivant dans sa voiture. Le système ne se soucie pas des gens comme moi. C'est ainsi que j'ai passé la majeure partie de ma vingtaine, changeant d'emploi et de lieu. Ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour que les gens découvrent mon passé. Ne me faisant jamais d'amis. Pourquoi? À quoi bon? S'il partirait dès qu'il le découvrirait. Certaines nuits, je m'allongeais dans ma voiture en regardant de vieilles photos de famille sur mon téléphone, des photos de moi et d'Ellie enfant, essayant de comprendre ce qui avait mal tourné et ce que j'aurais pu faire différemment. C'est ça, être sur le registre. Ça ne vous enlève pas seulement votre liberté, ça efface votre passé, votre avenir et toute votre identité. Vous cessez d'être une personne et vous devenez une étiquette. Mise à jour 1. Mais ensuite, tout a changé. C'était un mardi ordinaire. J'étais au travail. J'avais trouvé un autre emploi dans une usine, mieux que le précédent, quand j'ai reçu un email d'un détective privé. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était du spam, mais quelque chose m'a poussé à le lire. Le détective disait qu'il avait été engagé par le mari d'Ellie, Billy, pour enquêter sur son passé. Billy avait commencé à enquêter parce qu'elle agissait bizarrement récemment. Le détective avait trouvé des failles dans son histoire à mon sujet et voulait me parler. Au début, j'ai ignoré. J'en avais assez des gens qui se mêlaient de ma vie. Mais ensuite, il m'a envoyé un autre email avec des preuves qu'il était légitime, des dossiers judiciaires, des fichiers du cas et d'autres informations que je n'avais jamais vues auparavant. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant juste à l'extérieur de la ville. Le détective, appelons-le Frank, avait une grande liasse de documents. L'histoire de votre sœur est en train de s'effondrer, a-t-il dit, étalant les papiers sur la table. Je fais ce travail depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un saboter son propre mensonge aussi mal. Il s'est avéré qu'Ellie avait été négligente, très négligente. La chronologie qu'elle avait donnée pour les événements présumés ne correspondait pas au registre scolaire. Les versions des témoins, ses amis, variaient à chaque fois qu'elle racontait l'histoire. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est ceci, vous vous souvenez de John? L'élève de terminale qui la harcelait toujours. Il s'est avéré qu'il n'était pas n'importe quel type. Elle sortait avec lui en secret. Et pas seulement ça, on l'avait surprise dans sa voiture en train de faire des choses qu'elle ne devait pas. Elle était convaincue que j'allais le dire à nos parents,
peut-être parce qu'elle savait que j'avais toujours été protecteur ou peut-être par pure peur. Quoi qu'il en soit, elle avait besoin d'une diversion, quelque chose de grand et de choquant pour s'assurer que personne ne penserait à John. Alors, elle a inventé les accusations, sachant qu'une fois dites, plus rien d'autre n'importerait. Frank avait des copies de messages textes entre Lily et ses amis de cette époque qu'elle pensait avoir été détruits. Dans ces messages, elle planifiait littéralement tout. Il parlait de la façon dont elle avait besoin de l'option nucléaire pour me faire taire. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses aillent si loin, m'a dit Frank. En lisant ces messages, il semble qu'elle pensait qu'il t'enverrait juste vivre chez des parents ou quelque chose comme ça. Quand ton père y est allé à fond, elle a eu trop peur pour se rétracter. Je suis resté assis là à tout lire, voyant la confirmation de ce que je savais déjà. Frank a continué à parler. Billy m'a engagé parce qu'elle agissait bizarrement ces derniers temps, buvant trop, devenant paranoïaque. Il l'a trouvée une nuit en train de pleurer sur de vieilles photos de famille. Quand il l'a interrogée à ton sujet, elle s'est complètement renfermée. C'est là qu'il m'a appelé. Frank m'a tendu un dernier document. La confession signée d'Illy. Billy l'avait confrontée avec toutes les preuves, et elle s'était effondrée et lui avait tout raconté. Vous devez comprendre quelque chose, a dit Frank. Cela ne va pas tout arranger comme par magie. Le système judiciaire n'aime pas admettre qu'il s'est trompé. Mais c'est un début. Il m'a laissé avec des copies de tout. J'ai passé toute la nuit à lire, des messages où elle planifiait tout à la confession où elle révélait enfin la vérité. J'ai même découvert des publications qu'elle avait faites sur un site expliquant comment rendre des accusations d'abus plus crédibles. Le lendemain, j'ai contacté un avocat. Cette fois, j'en ai eu un vrai, pas un avocat commis d'office surchargé qui avait déjà décidé que j'étais coupable. Nous avons demandé une révision du procès sur la base de nouvelles preuves. Mon avocat a fait valoir que la confession d'Illy, ainsi que les anomalies découvertes par Frank, étaient suffisantes pour annuler ma condamnation et me retirer du registre. Après des mois de procédure, un tribunal a statué en ma faveur. Mon casier judiciaire était vierge. J'aurais dû me sentir soulagé. J'aurais dû ressentir quelque chose. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le temps que ça avait pris et tout ce que j'avais sacrifié en chemin. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expéditeur, mais je savais de qui elle venait avant même de l'ouvrir. Mes parents. Mon premier contact en 10 ans. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Pas d'excitation, mais d'incrédulité pure. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de l'écriture rigide et impersonnelle de mon père. Ils voulaient se rencontrer. Illy, disait-il, avait enfin avoué. Enfin, en partie. Elle a raconté une version édulcorée des faits, se présentant comme une jeune fille effrayée qui avait fait une terrible erreur. Elle n'a pas mentionné les mensonges calculés ni les années de douleur qu'elle m'a causées. Cependant, il semble que cela ait suffi pour qu'ils acceptent enfin que j'étais innocent. Il y avait aussi un chèque de 50 000 $, ce qu'ils considéraient probablement comme généreux, comme si cela pouvait effacer une décennie de traitement de monstres, comme si cela pouvait racheter mes années volées, mon respect et mon existence. Je l'ai tenu à la lumière une seconde avant de rire. Rien n'avait changé. Il croyait toujours que les problèmes pouvaient être résolus avec un prix. L'argent n'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin d'entendre la vérité de quelqu'un d'autre, alors j'ai pris le numéro de Frank et je l'ai appelé. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Il a répondu après quelques sonneries, sa voix prudente. « Salut, Billy. C'est Eric. » Après une longue pause, il a dit avec méfiance, « Eric qui ?» J'ai pris un moment pour ravaler la douleur avant de répondre. « Le frère d'Illy. » Silence. Puis un rire bas et sans joie. « C'est drôle, parce qu'Illy n'a jamais mentionné avoir un frère. Elle n'a jamais mentionné de famille du tout, en fait. » J'ai avalé la rage qui montait dans ma poitrine. Oui, ça colle. On ne peut pas laisser les squelettes du placard parler, n'est-ce pas? Billy a pris une profonde inspiration. Jésus, je savais qu'elle cachait des choses, mais ça. Je suis marié à cette femme depuis des années. J'ai un fils avec elle, et je ne savais même pas qu'elle avait un frère. Pas un qu'elle n'est pas complètement détruit, en tout cas, ai-je dit sans détour. Il y eut une autre pause avant qu'il ne murmure, incroyable. Sa voix avait le ton dur de quelqu'un qui réalise à quel point il a été manipulé. Puis il a grogné et a repris la parole, la voix ferme. C'est fini. Je demande le divorce.
Je n'ai rien dit au début, laissant le poids de ces mots s'installer entre nous. Finalement, j'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Bien, ai-je dit. Tu mérites mieux. J'ai raccroché après ça. Il n'y avait rien d'autre à dire, mais en posant le téléphone, une étrange sensation de soulagement m'a envahi. Mise à jour 2. J'ai ensuite découvert ses publications sur les réseaux sociaux. Elle a supprimé tous ses comptes, mais pas avant d'avoir publié une longue explication sur la façon dont elle se souvenait mal des choses quand elle était adolescente. Elle s'est présentée comme une victime, une pauvre fille confuse qui a fait une erreur, révélant maintenant courageusement la vérité. Sa vie parfaite a commencé à s'effondrer après ça. Billie a demandé le divorce. L'école où elle travaillait, oh oui, elle est devenue enseignante, imaginez ça, lui a demandé de démissionner. Il s'avère qu'il n'aime pas avoir des enseignants qui ont admis avoir inventé des accusations d'abus. J'ai appris plus tard que Billie a obtenu la garde exclusive de leur fils. La confession d'Illy a été utilisée comme preuve de son instabilité. Elle a essayé de se battre, mais l'enquête de Frank avait découvert d'autres mensonges, beaucoup d'autres. Quelle est la vérité réelle? Elle avait menti, surtout, pendant des années, pas seulement à mon sujet. Elle avait aussi inventé des histoires sur d'autres personnes. Quand les choses n'allaient pas dans son sens, elle accusait les garçons de diverses choses. Certains se demandaient pourquoi elle avait finalement avoué. Selon Frank, mes parents avaient commencé à remarquer des choses. Il y agissait de manière erratique depuis des mois, disparaissant pendant des heures sans explication, ayant des accès de colère sans raison et buvant excessivement lors des événements familiaux. La goutte d'eau a été quand, lors d'une dispute animée avec ma mère, elle a laissé échapper quelque chose comme « Eric n'aurait pas souffert si papa n'avait pas réagi de manière excessive ». Ma mère s'est figée et lui a demandé des détails. Il y a essayé de se rétracter, mais il était trop tard. Le doute était semé. Mon père, toujours la figure de contrôle, a commencé à enquêter. Il a contacté des gens du passé d'Illy, y compris ses anciens amis du lycée, et avec cela, les trous dans son histoire ont commencé à apparaître. Illy était déjà dans une spirale descendante, essayant de maintenir un mensonge qui s'effilochait rapidement. Alors, quand Billy l'a confronté avec les preuves, les messages, les contradictions, les preuves qu'elle pensait disparues ou elle s'est effondrée. Et puis mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était faible, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Eric, s'il te plaît, nous devons parler. » J'ai failli raccrocher sur le champ, mais quelque chose dans son ton m'a gardé en ligne. Elle a commencé à parler d'Illy et de la façon dont elle leur avait finalement raconté sa version de l'histoire, reconnaissant qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle était jeune, effrayée et confuse. Elle n'est plus la même personne maintenant, a affirmé ma mère. Elle est brisée, Eric. Elle pleure tous les jours. Elle sait qu'elle a ruiné ta vie et elle peut à peine vivre avec elle-même. Puis ils ont vraiment posé la question, tu ne peux pas simplement lui pardonner? Cela a fait bouillir mon sang. Pardonner. Comme si elle avait emprunté et accidenté ma voiture. Comme si elle m'avait volé de l'argent. Comme si elle n'avait pas détruit toute mon existence, me laissant en ruine pendant qu'elle avançait et jouait la victime pendant des années. Tu ne comprends pas, a poursuivi ma mère. Elle souffre aussi maintenant. C'est alors que j'ai décidé de les rencontrer. Pas pour panser les plaies, pas pour réparer un lien familial brisé. Je voulais qu'ils comprennent exactement ce qu'ils m'avaient fait. D'accord, ai-je dit, rencontrons-nous. Mais je savais déjà comment ça allait se terminer. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant à mi-chemin entre nos villes. Maman a commencé à pleurer dès qu'elle m'a vu. Papa était juste assis là, l'air vieux et brisé. Peut-être que découvrir que votre fille prodige est une menteuse vous fait ça. Maman a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai reculé d'un pas, asseyons-nous, c'est tout, ai-je dit. Ils avaient préparé un discours sur à quel point ils étaient désolés, comment ils auraient dû me faire confiance et comment ils voulaient reconstruire notre famille. Papa a même sorti son chéquier à nouveau, comme si jeter de l'argent sur le problème allait le résoudre. Range ça, lui ai-je dit. Je ne suis pas venu pour ton argent. Maman n'arrêtait pas de dire des choses comme « Nous essayons juste de protéger ta sœur » et « Nous avons fait ce que nous pensions être juste à l'époque », trouvant des excuses comme toujours. Je les ai laissés parler jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Puis j'ai sorti la liasse de documents que Frank m'avait donné et j'ai commencé à lire à haute voix les messages d'Illy, ceux qui planifiaient toute l'affaire. J'ai vu leur visage alors qu'ils comprenaient à quel point leur précieuse fille les avait gravement trompés. Elle avait peur, a essayé de justifier maman.
C'était juste une enfant. J'étais à peine un adulte, ai-je dit. Où était ma protection? Où était mon bénéfice du doute? Papa a essayé à nouveau. Nous savons que nous avons tout gâché. Nous voulons arranger les choses. Arranger les choses? J'ai ri. Vous voulez arranger les choses? Pouvez-vous me rendre ma vingtaine? Pouvez-vous annuler le registre, les emplois que j'ai perdus, les gens qui m'ont traité comme de la merde? Ils sont restés là, à court d'excuses. Je leur ai tout raconté. Survivre dans ma camionnette, me doucher à Planet Fitness, manger de la nourriture froide parce que je ne pouvais pas me payer une maison avec une cuisine. Je leur ai montré les cicatrices sur mon poignet de mon poing le plus bas. Maman a vomi dans les toilettes du restaurant. Pour la première fois en des années, mes parents ont été forcés de faire face à la vérité, la preuve indéniable qu'ils avaient rejeté leur propre fils sans hésitation, que leur fille prodige n'était rien de tout cela. Je les ai regardés s'asseoir dans un silence horrifié, leur monde entier s'effondrant en temps réel. C'est vous qui avez fait ça, ai-je dit d'une voix ferme. Vous l'avez permis. Mon père avait l'air de vouloir argumenter, se justifier. Pour une fois, il ne l'a pas fait. Il a juste regardé la table, la mâchoire serrée. Maman, d'un autre côté, essayait toujours. Eric, nous essayions juste de la protéger. Nous pensions que nous faisions ce qu'il fallait. Je me suis penché en arrière et j'ai respiré lentement. Vous savez quelle est la pire partie? Je comprends. Vraiment. Si j'étais vraiment un monstre, vous auriez fait ce que tout parent décent devrait faire. Mais vous ne m'avez jamais donné une chance, pas une seule fois. Vous avez décidé que j'étais coupable parce que c'était plus facile que de remettre Ellie en question, et vous m'avez laissé pourrir pour ça. Les larmes coulaient sur son visage. Nous avions tort, a-t-elle murmuré. Nous avions tellement tort. J'ai laissé cela s'installer un moment parce que oui, ils avaient tort, plus que tort, mais rien de ce qu'ils pourraient dire ne pourrait restaurer ce que j'avais perdu. J'ai passé 10 ans de ma vie à n'être rien de plus qu'une étiquette. Maman a tendu la main sur la table, tremblante. S'il te plaît, Eric, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous sommes toujours tes parents. Nous pouvons au moins essayer de réparer ça. J'ai retiré ma main avant qu'elle ne puisse me toucher. Réparer ça, ai-je ricané. Dis-moi, maman, comment répare-t-on exactement 10 ans? Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Papa a finalement parlé. Tu as tout à fait le droit de nous haïr, a-t-il dit d'une voix rauque. Mais nous sommes toujours ta famille. J'ai secoué la tête. Non, vous avez cessé d'être ma famille le moment où vous avez décidé que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. Un lourd silence est tombé entre nous. Il s'attendait à de la rage, peut-être même à des cris, mais j'étais au-delà de ça. Je n'avais pas besoin de crier. Ils se noyaient dans leur propre honte sans que je dise un mot. Puis maman a joué sa dernière carte. Il y souffre aussi, Eric. Je l'ai regardé fixement. Bien sûr qu'elle dirait ça. Elle a tout perdu, a-t-elle ajouté, son mariage, sa carrière, ses amis. Elle le méritait, ai-je dit d'une voix froide. Maman a reculé comme si je l'avais frappée. Elle a fait un choix, ai-je murmuré, le regard fixé sur eux deux. Elle a menti, et j'en ai payé les conséquences. Mais vous, j'ai regardé droit dans les yeux mon père, qui a tressailli sous mon regard, vous avez aussi fait un choix. Vous l'avez cru sans réfléchir. Vous les avez laissés m'emmener sans hésitation. Papa a fermé les yeux un instant, comme pour tenter de filtrer la vérité. La voix de maman dépassait à peine un murmure. Elle n'est plus la même personne. J'ai eu un rire sec. Moi non plus. N'était-ce pas là la vraie tragédie? Le garçon qu'il connaissait, celui qui passait des heures dans sa chambre à réparer des radios et qui aurait tout fait pour sa petite sœur, n'était plus là. Il l'avait enterré une décennie plus tôt quand ils avaient laissé la police m'emmener. J'ai pris le chèque que mon père avait posé sur la table plus tôt. 50 000 $. Une somme qu'ils avaient probablement inventée, croyant que l'argent pouvait effacer leurs actions. Je l'ai regardé une seconde avant de le déchirer en deux. Je n'ai pas besoin de votre argent, ai-je dit. Je n'ai besoin de rien de votre part. Maman s'est mise à sangloter. Papa n'a rien dit. Il était juste assis là, comme un homme qui réalisait qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Je me suis levé. Vous avez fait votre choix, ai-je dit calmement. Maintenant, vous devez vivre avec.
Je suis parti sans un regard en arrière. Je n'ai rien ressenti en sortant de ce restaurant. Pas de sentiment d'accomplissement, pas de soulagement du poids sur mes épaules, juste du vide. Et peut-être que c'était ça, la vraie clôture. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse d'expéditeur, mais je savais de qui elle venait avant de l'ouvrir. C'était d'Illy. J'ai regardé la lettre pendant un long moment avant de l'ouvrir. La lettre à l'intérieur était courte. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste dire que je suis désolé. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explication, juste ça. Je l'ai tenue une seconde avant de la poser. Je n'ai jamais répondu. Oui, la vie n'est pas devenue magiquement parfaite après ça. Le mal était fait, et je porterai toujours les cicatrices de ces 10 années. Mais j'étais enfin libre, vraiment libre. Avec mon casier judiciaire vierge, je pouvais enfin vivre sans le fardeau de mon passé. J'ai déménagé dans une nouvelle ville. J'ai recommencé à zéro et j'ai bâti mon entreprise de réparation d'électronique à partir de rien, et je n'ai jamais regardé en arrière. Mes parents, ainsi que tout le reste, sont devenus les fantômes d'une vie que j'ai laissée derrière moi. Peut-être qu'un jour je penserai à eux et que je ressentirai quelque chose, mais pour le moment, je vivais enfin ma vie selon mes propres termes. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer la cloche de notification pour rester au courant d'autres histoires de vie réelles et percutantes qui se déroulent autour de vous.